as sorti un livre là dernièrement. Oui, tout à Est-ce fait. que tu peux nous en dire un peu plus sur ton livre et nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre cette initiative d'écrire un livre? Alors en fait, c'est pas vraiment moi qui ai pris l'initiative, c'est l'éditeur qui m'a contacté euh, et qui m'a demandé en fait d'écrire un livre sur la manifestation du 16 novembre 2019 qui portait sur le premier anniversaire des Gilets jaunes. Donc bah, ça traite en fait de la déclaration, de la manifestation auprès de la préfecture, donc les coulisses en fait d'une déclaration d'une manifestation auprès de la préfecture, puisque c'est pas juste une déclaration qu'on dépose, il y a une vraie négociation avec la préfecture de police de Paris. Bah, ensuite, ça traite du début de la manifestation qui en fait n'a jamais eu lieu puisqu'elle a été annulée par le préfet de police l'allemand par voie de conférence de presse sur BFM ou CNews et CNews. Et bah, les manifestants, alors que la manifestation devait partir à 14h, elle a été annulée à 13h30. Et les manifestants en fait, qui étaient présents donc, sur la place d'Italie ont été nassés pendant près de 2 heures et ont subi malheureusement, comme souvent il y a eu lors des manifestations Gilets jaunes à Paris et ailleurs, des violences policières, des gazages. Voilà. Donc c'est un livre. Ce livre en fait c'est pas un livre individuel, c'est une contribution collective. Parce que dans ce livre il y a beaucoup de témoignages des personnes qui étaient présentes dans cette manifestation. Bon, bah, pour les plus connus, il y a le témoignage de Jérôme, il y a le témoignage aussi des blessés. Ça c'est important d'en parler, de Franck, de Julien, ton confrère journaliste. Et il y a également dans ce livre, il expose les infractions qui, à mon sens, ont été commises par la préfecture de police de Paris, quoi. Alors c'est aussi un livre témoignage, puisque l'exemple en fait du premier anniversaire des Gilets jaunes en fait représente un petit peu tout ce qu'on a vécu à Paris lors des manifestations Gilets jaunes à Paris depuis 1 an et demi, des gazages, des insultes de la part des forces de l'ordre, des violences policières, des blessés, des mutilés. Et donc c'est un livre dont les droits d'auteur seront versés évidemment aux blessés et aux mutilés, quoi. Voilà. Donc en fait c'est un livre qui m'a été commandé et j'ai pas hésité une seconde parce qu'il est important en fait de témoigner de ce qui s'est passé lors de cette manifestation et lors des précédentes manifestations. Puisque j'en fais un petit peu état dans ce livre. Voilà, pour l'histoire, alors c'est peut-être prétentieux, mais je pense que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement historique. Et donc, il nous appartenait à nous, acteurs, parce que j'étais acteur comme avocat et comme manifestant, d'écrire nous-mêmes ce qu'on avait vécu, ou ce qu'on voyait. Et ne pas laisser ça à des gens, en fait, des universitaires ou d'autres, en fait, écrire ce type de livre. Parce que eux n'ont pas été dans la rue, eux n'ont pas manifesté pour la plupart. Et voilà, donc pour moi, il est fondamental que les acteurs de ce mouvement, ceux qui ont participé à ce mouvement, écrivent des livres ou même fassent des vidéos, enfin peu importe, il faut laisser une trace, quoi. Voilà, une trace écrite, une trace numérique ou je ne sais quoi. Voilà, parce que c'est important, parce que on s'est battu, on continue à se battre. Et il est important que les enfants, les petits-enfants, ou peut-être même de notre vivant, on verra en fait le fruit des efforts qui ont été faits par tous les gens, parce qu'il y a eu quand même des milliers de blessés. Il y a eu 28 personnes éborgnées, selon David Dufresne, le journaliste, ton confrère David Dufresne. Et ce sont des faits graves et inédits depuis la guerre d'Algérie, qui a autant de milliers de blessés, alors que la majorité des manifestants qui étaient là étaient pacifiques, tu vois. Bon, il y avait des casseurs, mais dans toutes les manifs, il y a des casseurs, pas seulement les manifs gilets jaunes, hein. Moi, j'ai fait beaucoup de manifs syndicales, il y avait des casseurs ou des black blocs, enfin, peu importe. Si c'est les black blocs, évidemment, qui cassent. Donc voilà, faut laisser une trace. Voilà, j'ai pas fait un livre pour moi, j'ai fait pour le mouvement.
et pour les blessés, quoi. D'accord. Il y a une période, il y a quelques années, tu as été proche aussi du mouvement policier, enfin de certains mouvements policiers. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu en es venu à être solidaire d'un mouvement qui était policier et un mouvement qui aujourd'hui est un peu plus citoyen que policier? Alors, ce que tu dis n'est pas complètement exact. J'ai jamais fait partie d'une association de policiers, notamment, parce que bon, je pense que tu fais référence au MPC, mobilisons les policiers en colère. Oui, c'est ça. En fait, il faut savoir il y a plusieurs années, j'ai été sollicité par Maggie, donc j'étais l'avocat en fait, et qui était de policière. C'était une policière syndicaliste, hein, attention, voilà, c'était une syndicaliste avant tout, du MPC, qui a une association et qui écumait en fait en permanence avec un succès certain les plateaux télé et qui malheureusement s'est suicidé. Et en fait elle m'avait demandé d'être l'avocat. À l'époque en fait le MPC n'existait pas depuis longtemps et voilà. Il y avait un avocat déjà, ils avaient un avocat et bon, comme l'avocat allait partir en retraite bientôt, enfin bref, ils voulaient constituer un pôle juridique. Moi-même, à la base, je suis avocat spécialisé en droit du travail et accessoirement en droit pénal. Et comme toute personne, comme tout salarié, les fonctionnaires de police et les fonctionnaires tout court, en fait, subissent aussi du harcèlement moral, subissent la discrimination lorsqu'ils exécutent leur travail. Donc voilà, m'a sollicité à cet effet, puisque c'était dans ma spécialité. Bon là, j'ai dit oui, mais après, ça veut pas dire que pour autant en fait que je suis pro-police. Enfin, de toute façon, j'ai rien contre la police. Par contre, je me bats contre les violences policières. Pour arriver à faire quand même le distinguo. Je ne pense pas que tous les policiers soient violents. Je suis pas je vous répète, hein, je suis pas du tout non plus anti-police. Après voilà, moi je suis avocat, j'ai fait ça à titre professionnel et voilà. Alors, mais très peu de personnes me le reprochaient, hein, je crois que enfin, je vais pas les citer, tu vois, mais bon, c'est une ou deux personnes, mais bon. Voilà, faut pas oublier que quand même que je suis avocat. J'ai aussi défendu, je le dis, hein, un pédophile. J'ai déjà défendu un violeur, comme j'ai défendu des victimes de viol. C'est le métier d'avocat qui veut ça, quoi. Après, j'ai le droit de refuser les dossiers, mais moi, je considère, voilà, je suis dans la défense et peu importe en fait la cause, tu vois. Peut-être la seule cause que je ne défendrai pas, c'est le terrorisme islamique, tu vois. Donc là-dessus, voilà. Et puis bon, de toute façon, tu as d'autres avocats en fait qui ont défendu des gilets jaunes et qui avant ont défendu des terroristes, ou, tu vois. Enfin, faut pas en fait s'arrêter là-dessus. Faut pas oublier que avant d'être un homme, je suis aussi avocat, quoi. D'accord. Et explique-moi en fait comment est-ce que tu en es arrivé, toi, à ta place d'avocat, à rejoindre un mouvement citoyen en tant qu'avocat, parce que finalement, aujourd'hui, Non, pas forcément en fait. Si tu veux, bon, moi j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes début décembre 2018. Pas en tant qu'avocat, en tant que citoyen, comme toutes les personnes qui étaient dans ce mouvement, hein. Il y avait toutes les catégories socio-professionnelles qui étaient représentées à l'époque, hein, puisque donc c'est vrai que moi en tant qu'avocat, souvent on a l'image d'une classe sociale élevée, alors que c'est pas du tout le cas, hein, pour ceux qui connaissent bien la profession d'avocat, on n'est pas du tout des privilégiés, tu vois. On a fait des études, bon, etc. Mais bon, c'est plus avocat comme il y a 50 ans ou 100 ans. Tu vois, ça n'a rien à voir. Et chez les avocats, tu as beaucoup d'avocats en province, voire en banlieue parisienne, enfin, qui touchent le SMIC en faisant 10 heures ou 12 heures par jour. Et puis bon, j'ai toujours été idéaliste. Voilà, j'ai toujours été... et en fait, quand j'ai rencontré les premiers Gilets jaunes, écoute, c'est des gens en fait alors leurs idées m'ont séduit, pardon. Parce que pour moi le RIC en fait c'est la démocratie directe. J'ai toujours été militant pour la démocratie directe, participative. Et en fait ce qui m'a interpellé, c'est ce qu'ils étaient eux-mêmes en fait. Des gens du peuple, des gens simples, des gens humbles, et puis des primo-manifestants. C'est ça qui est intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes.
Parce que moi j'avais l'habitude en fait de manifester dans les manifestations syndicales je suis avocat de beaucoup de syndicats, notamment Sud, hein, parce que je rappelle que je suis avocat en droit du travail, spécialisé en droit du travail. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose et que c'était pas les personnes habituelles que tu pouvais rencontrer dans les manifestations, quoi. Donc puis bon, voilà, les revendications étaient conformes à mes attentes. Et voilà, et puis bon, bah, je me suis engagé comme ça, donc j'ai manifesté quasiment tous les samedis, jusque l'acte 73, je crois qu'ils en sont à 73. Et voilà, et puis c'est des gens, les provinciaux, j'adore les provinciaux. Je suis parisien, mais bon, c'est des gens simples et voilà. Donc je crois que c'est un mouvement que tout le monde attendait depuis longtemps, quoi. Enfin, moi, je ne l'attendais pas spécialement, mais étant un peu révolutionnaire dans l'âme, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, quoi. Tu vois, donc c'est pour ça. Donc je l'ai rejoint en fait en tant que citoyen, en tant qu'avocat, parce que dans ce mouvement, en fait, c'est la richesse du mouvement, tu as différentes expertises. Moi, c'est le droit. Un autre, d'autres, ça peut être médical, comme les médics. D'autres personnes, ça peut être les hébergements, souvent pour des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas aller en manif. Il n'y a pas une expertise qui est plus importante que l'autre. On est tous égaux, tu vois. On a tous un passé professionnel, en plus dans ce mouvement il y a des âges différents, c'est génial. Donc c'est voilà, on est tous, quelle que soit la situation dans laquelle on vit, qu'on soit pauvre, moyennement riche, qu'on ait une situation sociale qui peut paraître élevée, ou on est tous sur un pied d'égalité, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est beau dans le mouvement, quoi. Et en plus, ce qui est génial, en fait, c'est les vocations. Tu vois, alors je parle de toi, je te connais pas assez suffisamment, mais tu as des personnes, en fait, c'est super génial. Tu as des personnes qui se sont qui ont trouvé dans ce mouvement une vocation de journaliste. Enfin, par exemple, tu vois, les liveurs et tout, mais je trouve ça génial. En fait, dans ce mouvement, il y a un goût, il y a un esprit de liberté, quoi. Où en fait, chacun fait ce qu'il veut. Moi-même, j'ai le droit d'être journaliste, j'ai pas besoin de faire l'école de journalisme ou machin. Tu vois, c'est génial, quoi. Enfin, je trouve ça comme les médics. Tu as des médics, bon, alors là, il vaut mieux des compétences un peu médicales, tu vois, mais même, enfin, je pense que dans ce moment, des gens ont pu, en fait, s'épanouir, même professionnellement, même s'il n'y a pas d'argent qui rentre, mais en fait, concrétiser des projets. Alors, j'aime pas le mot professionnel, mais personnel, professionnel, qui ne peuvent pas en fait concrétiser dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de blocages, où on te dit t'as pas ce diplôme, t'as pas ça, etc. Donc t'as pas le droit en fait. Tu vois, t'as pas fait, par exemple pour les journalistes. Alors les journalistes c'est toute une histoire, parce que les journalistes avant n'avaient pas forcément fait. Il y avait beaucoup d'autodidactes, tu vois. Bon, actuellement, en fait, si tu n'as pas fait Sciences Po, si tu n'as pas fait une école de journalisme consacrée par le classement de l'expansion ou challenge et tout, en fait, on te dira non, tu n'es pas journaliste, tu peux pas. Parce que tu n'as pas, un bagage diplômant, donc tu as le droit de rien faire. Tu vois. Alors que ce mouvement, je te dis, a permis en fait des vocations, quoi. Et ça, je trouve ça, mais franchement, super génial, comme d'autres en fait. Pour rester un petit peu dans le même ordre d'idée maintenant, sont passionnés par le montage des vidéos, enfin des trucs, mais enfin moi je trouve ça, enfin c'est une richesse, je trouve ça génial, quoi. Comme d'autres en fait se sont découverts un goût pour la permaculture, ou tu vois, mais c'est voilà, c'est ça qu'il faut conserver, ça je trouve ça génial, quoi. Tu as aussi, dans ce mouvement, ouvert un collectif Robe Noire et Gilets jaunes. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est moi qui l'ai fondé, après bon, avec Philippe Deveul, enfin, qui est quand même venu après, c'est moi qui ai eu l'idée. Et en fait l'idée en fait c'était de créer une défense judiciaire sur toute la France. Tu vois, donc on avait une grosse ambition, puisque de toute façon le mouvement des Gilets jaunes il est français, quoi, c'est toute la France, même la province, pas Paris spécifiquement. Et en fait il fallait qu'on trouve des avocats qui soient prêts à défendre la cause des Gilets jaunes, puisque je te rappelle, à novembre 2019, je crois, il y a eu 10 000 interpellations, ce qui est énorme, hein. Il y a eu 3 000, alors ça c'est les statistiques du ministère, à novembre, je crois que c'est novembre 2019, hein. Il y a eu 3 000 condamnations, donc, dont
40% de ces condamnations à des peines de prison ferme. Hein. Donc pour te dire que la répression politique, la répression judiciaire, la répression policière ont été terribles. Et donc il fallait sécuriser les gens, il fallait leur trouver des avocats selon la région dans laquelle ils vivaient. Et donc il était important en fait de tisser un réseau d'avocats. Avocats qui étaient prêts évidemment à défendre les gilets jaunes, à faire pour ceux qui pratiquaient des honoraires adaptés et modestes, tu vois, qui prenaient en compte en fait la situation personnelle de chaque personne en fait qui était amenée en fait à comparaître devant un tribunal correctionnel, quoi. Donc ça c'était important de le faire. Donc voilà, après j'ai pas pu on a pu quand même recruter entre guillemets 200 avocats sur toute la France, ce qui est pas mal. Bon, on n'a pas pu tisser toutes les villes, toutes les régions. Mais bon, je pense que voilà, ça a aidé, puis ça continue d'aider parce qu'il n'y a pas seulement en fait les gardes à vue ou les audiences en comparution immédiate ou les audiences correctionnelles. Il y a aussi quelque chose qu'on ignore souvent, c'est la relation avec la famille, tu sais, de la personne qui est en garde à vue. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens en fait qui venaient, c'était des primo-manifestants. Et 90% des personnes qu'ont défendu les avocats étaient en fait des gens qui n'avaient pas de casier judiciaire, tu vois, qui n'étaient pas habitués en fait aux arcanes kafkaïens des tribunaux correctionnels. Donc la relation avec la famille était importante parce qu'il fallait leur expliquer ce qui allait arriver, quoi, ou ce qui pouvait arriver et comment ça pouvait se passer, puisque ces familles étaient confrontées en fait à des situations inédites qu'elles n'avaient jamais vécues. Donc là, ça reste quand même un pan important. Hein. Moi, je me rappelle en janvier 2019, je passais tous mes week-ends en fait en relation téléphonique avec les familles, quoi. Tu vois, voilà, donc tu as aussi tout ça à gérer, et puis voilà, et puis tu as l'après, enfin. Puis voilà, t'as des choses terribles parce que tu as des gens. Alors je te parle pas des mutilés évidemment, mais parce que ça ce sont les cas les plus graves, mais je te parle aussi des gens qui ont perdu leur boulot. Enfin, c'était terrible. Hein. Moi j'ai eu un petit jeune de 21-22 ans qui a perdu son boulot parce qu'il a fait une garde à vue à Paris, qui devait se présenter le lundi chez son futur employeur et qui n'a pas pu y aller, tu vois, tu as tout ça à gérer, quoi. Voilà, c'est super compliqué, voilà, mais bon. Après, il faut l'accepter, c'est aussi un autre métier, quoi.